Un type au bar m'a abordé l'autre jour pour me dire en manière de plaisanterie. Alors il paraît que le CSA va s'occuper des gens comme toi, des gens qui font des chroniques. Pour être honnête, j'étais même pas au courant. Donc je suis allé voir ce qu'on en disait. Mais en revanche, j'étais très au courant du fonctionnement du CSA parce que en 2012, lors du renouvellement par tiers, j'ai officiellement écrit une lettre de candidature aux 3 personnes qui nommaient les 3 renouvelés. Et je suis même allé les voir, enfin je suis allé à la présidence du Sénat et à celle de la Chambre, pas à l'Élysée, ils ne recevaient pas, mais je me suis intéressé donc aux conditions de nomination puisque j'étais officiellement candidat, même si cette candidature était polémique et se voulait une forme de protestation. Donc je me suis penché sur les conditions de rémunération, la nature de la tâche, les divers avantages annexes, et c'est tout de même très important d'évoquer tout cela puisqu'on prétend que le CSA est amené à contrôler de plus en plus les contenus, y compris des contenus aussi modestes que la France de campagne. Donc c'était vraiment intéressant de savoir d'où venaient ces membres, quelles étaient leurs compétences, leurs salaires, etc. En somme, s'ils avaient toutes les qualités requises pour devenir des sages, comme on dit, des gens qui donnent des directives, qui adressent des remontrances. Quand je me suis posé publiquement ces questions, on m'a soupçonné à juste titre de vouloir faire de la sédition, c'est-à-dire d'essayer de montrer que cet organisme n'avait aucune compétence particulière, qu'il était outrageusement payé, qu'il bénéficiait de toutes sortes de gratuités, d'avantages, de frais divers, en plus d'un salaire d'environ 11 000 euros, si ma mémoire est bonne, et 21 pour le président. Et comme j'essayais d'attirer l'attention sur tout ça dans la presse, évidemment, j'étais pas un candidat très recommandable. Au fait, vous allez vous demander quels étaient les membres sortants du temps où je prétendais briguer le poste. De mémoire, il y avait une journaliste lourdement condamnée pour plagiat, une ancienne speakerine de FR3 et un présentateur du journal télévisé. Pourquoi l'AFP n'a-t-elle pas rendu compte de ma petite démarche là? Parce que je réclamais explicitement dans ma lettre de candidature la moitié du salaire prévu et que parallèlement, dans la presse, je posais la question, si on divisait par décret le salaire de ces postes par 2, y aurait-il encore des candidats et seraient-ils compétents? Et bien la réponse était oui. Il y aurait eu probablement pléthore de candidats et ils auraient été tout aussi compétents. Donc c'est délibérément que le gouvernement dépense 2 fois trop en nommant à cet organisme des gens 2 fois moins compétents qu'ils ne pourraient l'être. Il faut donc qu'en ignorant complètement le tarif d'embauche raisonnable pour un mandat de 3 ans de ce genre, et en le doublant, il faut qu'en choisissant des gens de qualité médiocre, le gouvernement ait une idée derrière la tête, et c'est là qu'on en vient à la deuxième partie du raisonnement. Si le gouvernement paie trop cher des gens médiocres, je veux dire médiocres par rapport à ceux qui pourraient se payer pour 2 fois moins, c'est qu'il en attend un service quelconque, un retour. Eh bien, désormais, nous sommes fixés. Le retour qu'il attend, c'est qu'il mette en œuvre le système de flicage et de rappel à l'ordre qui sera apparemment le but de la fameuse loi sur les fake news. Donc, résumons, nous avons ici, avec ma modeste chronique, une véritable éprouvette où vous pouvez tester ce que donnerait le système à grande échelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes sujets sont déjà filtrés par un robot YouTube qui lit ce que je raconte et qui, lorsque des mots-clés suspects sont relevés, mots-clés que je ne cite pas ici pour ne pas le réveiller, suspend l'envoi de pubs parce que le sujet est susceptible de déplaire aux annonceurs. Comment je sais que c'est un robot? Parce qu'on vous propose, si vous protestez, de vérifier manuellement. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a le bannissement par déréférencement, vous n'êtes plus dans l'annuaire, puis ensuite, il y a le bannissement tout court, on ne voit plus vos sujets. Donc, YouTube fait déjà un travail en profondeur, on peut le dire. Mais pour les gens comme votre serviteur, qui sont un peu habitués à manier la périphrase et qui désignent les choses au moyen de paraboles, un robot, c'est pas suffisant. Donc, c'est là que le CSA intervient, et maintenant, nous en connaissons le prix de la honte pour ses membres, c'est le prix de la servitude pour nous, 11 000 par mois, moins les frais. Nous voilà obligés, pas moins les frais, avec les frais en plus, donc nous voilà obligés de revenir à la France de Beaumarchais. Il va falloir parler d'invasion de chenilles processionnaires, avec précaution, de crainte qu'ils ne se cachent derrière cette expression, une allusion à ce que vous savez. On en revient donc au Doryphore de la guerre de 40. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez dans Wikipédia. Tout peut devenir sujet à caution, tout peut faire l'objet d'un coup de téléphone. Dès que YouTube France va recevoir le moindre appel de CSA, vous serez éjecté. Ensuite, si vous vous repliez sur un hébergeur privé du genre OVH, ils seront capables de l'intimider. Il restera que l'étranger, les plateformes russes par exemple, mais il n'est pas impossible qu'ils soient mandatés, les gens du CSA, pour les faire filtrer aussi comme en Chine. Décidément, la voie empruntée par le président Macron n'est pas pavée de bonnes intentions, elle n'est même pas pavée du tout, c'est de la terre battue. Au bout d'1 an d'affaires, de déni, de montage, de trucage, ils sont déjà tous boueux moralement et ça ne va pas s'arranger parce qu'il va pleuvoir tout le temps et avec la terre battue, ça ne fait pas bon ménage. Bon, c'était la météo campagnole sur le front de l'information. Abonnez-vous, mettez des bottes et résistez, merci.